Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Trades Talk. Aujourd'hui, nous accueillons le président du club de football de La Louvière qui connaît une ascension fulgurante. Il est également le cofondateur d'Easy, une entreprise primée à de nombreuses reprises. Bonjour Salvatore Corba. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans les détails, tout ce que vous touchez semble se transformer en or. Alors, c'est quoi votre secret finalement? Attention, il y a peut-être quelques entrepreneurs qui vous écoutent. Est-ce qu'il y a vraiment des secrets? Je ne sais pas. Je voudrais d'abord dire que tout ne se transforme pas en or, mais je suis quand même quelqu'un qui est très heureux parce que j'ai eu la chance de réussir plusieurs projets intéressants. Alors pour les non-initiés, La Louvière était en état de mort cérébrale en 2009, en faillite. Vous avez repris le projet en 2017 et vous êtes fixé un objectif à 10 ans, retrouver l'élite. Vous l'avez fait 2 ans plus tôt que prévu. Alors à l'époque, on vous avait pris pour un fou. Avec le recul, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que vous l'étiez un petit peu? Non, je ne pense pas. Surtout, j'avais fixé des objectifs ambitieux. Parce que c'est important de se fixer des objectifs ambitieux pour fédérer autour d'un projet, de donner énormément de sens. La ville de La Louvière est quand même une ville de football. En faisant un demi-pas de côté chez Easy, j'avais envie de démontrer que le modèle Easy pouvait se recopier dans le football. Et on a travaillé dur, on a utilisé la même recette. Bon, maintenant c'est formidable, j'en suis conscient. Après 8 ans, accéder à la D1A avec 2 années de Covid, c'est juste incroyable. Peut-être quand même un peu trop vite. Mais bon, quand le train passe, on doit le prendre. Et quels ont été les grands jalons de cette ascension? Voilà, vous avez repris les clubs, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'était quoi les grandes étapes vers ce retour à l'élite? Oui, donc quand je dis qu'on n'a pas vraiment repris un club, on a redémarré on a vraiment redémarré à partir de zéro. Je me souviens, Tony Terry, qui m'a convaincu, puisque ça n'a jamais été mon objectif de reprendre un club de foot, d'être président. Je l'ai fait parce que je suis de La Louvière. J'ai eu la chance de réussir d'un point de vue professionnel. Je suis un ancien joueur de La Louvière et j'avais le sentiment que je devais faire quelque chose pour ma ville, réussir un projet social. J'avais réussi professionnellement, réussir un projet social. Et voilà, et on s'est fixé un objectif à 10 ans. Objectif très ambitieux puisque il y en avait 4, donc construire un centre de formation parce que je considérais que c'était la base. Ensuite, il fallait construire le stade. Ça n'avait pas de sens de monter en D1A dans le stade du Tivoli qui a rendu de bons services mais qui était trop vétuste. Et puis accéder à la D1A avec des hommes, la Super League avec les femmes. Et on y est arrivé parce qu'on a travaillé dur et parce que je me suis entouré de gens vraiment talentueux. Alors vous l'avez un peu abordé, vous avez appliqué la méthode Easy. Easy qui a été élu notamment entreprise de l'année en 2019, qui a été multiples fois primée comme je l'ai dit. C'est quoi ça concrètement la méthode Easy? La méthode Easy, c'est d'abord une énorme confiance aux personnes. Donc, je pense que le succès d'une entreprise vient de ses collaborateurs et pas de ses produits. Et donc, c'est important de réunir des gens talentueux, passionnés, qui ont des valeurs humaines, de belles valeurs humaines. Et ça, c'est la base. Tout d'abord, un groupe de personnes qui avancent dans le même sens, qui ne regardent pas leur intérêt individuel, mais qui regardent l'intérêt général. Centre d'ego, donc Centre d'ego, oui, on peut en parler, un centre d'ego. Ensuite, il fallait mettre en place une organisation qui tient la route. Trop souvent, on néglige l'organisation parce qu'on se dit on a d'autres priorités, mais non, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'abord organiser et puis se développer. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la HAL. Je pense qu'on est certainement un des clubs les mieux organisés de Belgique. Donc l'organisation. Alors si on ne fait pas d'efforts, on n'y arrive pas. Donc tout le monde était conscient qu'il fallait travailler très 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 dur pour y arriver. Et puis la notion de partage des émotions, partage du pouvoir, partage des moments difficiles. Et c'est de créer ce terreau qui finalement facilite le succès. Ah, d'accord. Et comment est-ce qu'il est construit le club? Déjà, il y a combien de personnes qui y travaillent? Alors aujourd'hui,
c'est à peu près 25 personnes. Oui, peut-être une chose un peu étrange, c'est que quand on a fondé le club, le premier collaborateur qu'on a recruté, c'est un commercial. Logiquement, les clubs de football s'intéressent toujours aux sportifs. Oui. Et c'est un peu le problème de la plupart des clubs, c'est qu'on mise tout sur le sportif. Oui, moi, j'ai recruté un commercial, Ludovic Martins. Il avait 22 ans. Aujourd'hui, après 9 ans, il est toujours chez nous. Il est sales manager et on a une équipe de 6 commerciaux. Pourquoi ? Ça semble évident. Les sources de revenus au niveau amateur, c'est le sponsoring. Oui. Sans sponsoring, on n'y arrive pas et le sponsoring est trop souvent négligé. Oui, évidemment, il y avait le public, mais au niveau amateur, ça représentait de 500 à 2-3 000 personnes. Donc c'est vraiment le sponsoring qui a financé le club. Donc on est 25 parce qu'il y a des commerciaux, parce qu'il y a un service administratif, il y a un service légal, il y a des gens qui s'occupent de la logistique, des gens qui s'occupent des bars. Et quand je dis 25, c'est la partie gestion administrative. À côté de ça, il y a le sportif, une dizaine de personnes, 10-12 personnes dans le staff sportif, et puis il y a 25 joueurs. Donc aujourd'hui, la RAL, c'est une PME de 60-70 personnes, full-time. Bon, c'est difficile financièrement parce que le sponsoring ne suffit pas. En général, on vit toujours un tout petit peu au-dessus de ses moyens, et ça a été le cas de la RAL, mais parce qu'on a beaucoup investi dans l'école de jeunes, dans le stade, et tout ça, c'est des charges d'amortissement qui sont importantes. Mais tiens, vous parlez des recettes, donc il y a ce nouveau stade qui est construit juste à côté du Tivoli, qui fait 8000 personnes, je pense. Exactement, je ne me trompe pas. Oui. Mais voilà, pourquoi c'était fondateur, pourquoi c'était nécessaire. Là, on passe en D1, évidemment, en D1 Pro. Donc, je suppose que ça peut créer plus de revenus. C'est quoi votre répartition des revenus ? Oui, donc tout d'abord, pourquoi un nouveau stade ? Parce que donc un club de foot, ce sont des émotions. On est une société de spectacle et il faut que l'environnement soit idéal pour que tout le monde se sente bien. Et le stade du Tivoli, non seulement il était vétuste, pas de salle de réception et une piste d'athlétisme, et ce n'était pas l'idéal pour donner des émotions. Et puis, comme avec le SL, oui, évidemment. Exactement. Et comme je comptais énormément sur les sponsors, aujourd'hui on compte à peu près 400 sponsors, mais il nous fallait des salles de réception pour les accueillir. D'accord. Et donc pour moi, ça a toujours été une évidence qu'il nous fallait un nouveau stade. On a eu la grande chance qu'on monte en D1A et on a un nouveau stade. Oui, ça a concordé, c'est un timing incroyable. Même si sportivement, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, mais on ne pouvait pas refuser cette montée. Et aujourd'hui, le fait d'être en D1A, bon, évidemment, il y a les droits TV. On en parlera je ne sais plus trop combien, mais je pense qu'on parle entre 1,5 million et 2 millions. Puis il y a toute la visibilité autour du stade, le naming du stade. Le comité de direction de Dizzy a décidé de pouvoir nous accorder cette confiance. Et puis les supporters. Je n'ai pas voulu un stade trop grand pour que finalement beaucoup de gens s'abonnent de peur de ne pas avoir des tickets lors des matchs importants. Et aujourd'hui, on compte, je pense, 5500 abonnés sur un stade de 7500, plus 500 visiteurs. Oui, c'est ça. Donc, et on rappellera que c'est le deuxième stade seulement construit depuis quelques années. Il y a eu le stade de Gand, et puis vous êtes seulement le deuxième stade en Belgique c'est assez... avoir fait ça. Oui, c'est un peu dommage parce que je trouve qu'il n'y a pas d'assez beaux stades en Belgique. Et quand on voit les images du football en Belgique, et surtout si on veut exporter ces images à l'étranger, je trouve que les stades les stades ne sont pas assez beaux. C'est compliqué construire un stade. Moi, il m'a fallu à peu près... dans ce projet-là, parce qu'il y a eu plusieurs projets. Il y a un premier projet qui n'a pas abouti pendant 1 an. Ce projet-là a pris 3 ans à partir de la conception jusqu'à la réalisation. Et j'ai discuté avec le président de Gand qui me disait que lui, le cas du stade à Gand, ça avait pris 10 ans. Donc on l'a réalisé en 3 ans. C'est juste un miracle. On ne parle pas de la même taille de stade. Et tiens, le monde du football, est-il finalement si différent que ça que le monde de l'entreprise ? Bon, il a une mauvaise image. Il a une mauvaise image. D'ailleurs, quand on avait fondé la RAL, je me souviens des premiers slides, on avait dit, tiens, donner un nouveau souffle ou une nouvelle image du football, où on serait dans
dans la transparence, c'est important parce que c'est toujours un peu nébuleux. Oui. Les belles valeurs. Des critiques oui, presque mafieux parfois de temps en temps. Ah oui, les fonds étrangers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du football. Moi, je voulais que ce soit super transparent. Je voulais également un club qui appartienne à une communauté. La RAL, c'est une coopérative avec 300 souscripteurs. Tout ça facilite finalement, ça nous permet de gagner la confiance des sponsors, et je pense que c'est important. Et donc le football belge je trouve qu'il y a du travail pour valoriser, pour donner une nouvelle image au football en Belgique. Est-ce que c'est plus difficile de réussir dans le monde du football ou dans le monde de l'entreprise? Est-ce que vous avez eu des nombreux freins dans le milieu du football? Vous ne pouviez pas vous permettre des choses que vous pouviez vous permettre dans le monde de l'entreprise? L'avantage du monde de l'entreprise, c'est qu'on peut travailler, pas incognito, mais on avance dans le rythme qu'on souhaite. Dans le foot, il y a un classement toutes les semaines. Quand ça va bien ou quand ça va mal, il y a la presse, il y a les supporters, il y a également le monde politique, tout ce qui est commune. Et donc il y a beaucoup plus d'éléments à tenir, en gestion. Et donc, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais au final, la recette est la même. Si on a de belles personnes, compétentes, passionnées, avec une très, très belle organisation, et quand on met le focus sur plutôt l'excellence, et pour moi, la manière est très importante. Je considère que les résultats doivent être un peu la conséquence de tout le travail qu'on réalise. Et dans le foot, on mise trop sur le résultat avant l'organisation. Oui, c'est ça, mais beaucoup de clubs belges sont finalement dans le rouge. Vous tenez, c'est la stratégie de ne pas vivre au-dessus de vos moyens, mais il y a cette pression des résultats et de l'AD1, et notamment au niveau des transferts. Comment est-ce que vous combinez ça? D'une part, on n'est toujours pas en équilibre. Je pense qu'on a une perte cumulée de 5 millions depuis maintenant les 8 ans. Alors je sais qu'on est en phase d'investissement, le centre de formation, le stade, mais on doit arriver en équilibre, parce que sinon le modèle n'est pas safe. Donc c'est extrêmement important, et donc on est obligé de passer par c'est le seul moyen, la vente de joueurs. On a une équipe de sponsoring très importante, mais on est en train vraiment de mettre en place une équipe de recrutement extrêmement développée, parce que sinon on va pas y arriver. Mais il y a la notion d'orgueil et d'ego. C'est vrai que si le club va mal, je pourrais le prendre personnellement. Le club va mal, ça veut dire que je ne suis pas assez compétent pour faire tourner un club. Et donc, est-ce que j'accepte ça, ou bien mon ego, mon orgueil me dit « mais non, il faut qu'on améliore les résultats », et c'est là qu'on commence à faire des bêtises, à recruter des joueurs qui coûtent un peu trop cher, dans la précipitation. Et donc, il ne faut pas paniquer, il faut rester calme. Mais c'est difficile à vivre. Je ne vais pas me plaindre, mais la vie de dirigeant est extrêmement difficile, parce qu'on est en tribune, on ne peut rien faire. On doit subir. Je vous avoue que le matin, quand je me lève le matin, j'ai quand même la boule. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on ne va pas gagner? Est-ce qu'on va monter? Et vous avez été joueur, donc parfois peut-être monter sur le terrain. C'était facile. C'était facile. Vous voulez peut-être monter sur le terrain. Peut-être que j'ai envie de monter. J'ai dit zut, mais bon, il faut rester très, très calme, prendre du recul. Mais bon, les émotions, et ça c'est fabuleux dans le football, c'est vraiment le sport où les émotions sont les plus fortes. Quand je vois le bonheur que les supporters peuvent ressentir après une victoire, il n'y a pas beaucoup de sports qui offrent ce sentiment-là. Et c'est différent d'une entreprise aussi. Et évidemment, dans une entreprise, il y a moyen de mettre en place des challenges pour ressentir ça, mais c'est quelques pourcents par rapport au football. Et dans ces transferts, n'y a-t-il pas une certaine démesure, ou même dans les masses salariales? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je suis quelquefois choqué. Bon, c'est vrai que les dernières années, on a beaucoup parlé du rôle des agents. Je remarque également que dans certains clubs, le rôle du président, le rôle du directeur sportif, en fait, c'est toujours la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a des ambitions, on va être jugé, et donc la tentation est très, très forte de dire non, on doit dépenser, et les clubs n'ont jamais assez de budget, les directeurs sportifs n'ont jamais de budget, et on est tous dans le rouge parce qu'il n'y a pas assez de droits de TV, parce qu'il n'y a pas assez de supporters, ou parce que la Belgique est un pays
trop petit. C'est facile. Si la Louvière, c'était une ville de 1 million d'habitants, ça aurait été très facile, parce qu'un million d'habitants, le nombre d'entreprises autour, les sponsors, les supporters, mais il y a beaucoup de clubs en Belgique par rapport à la taille de la Belgique. Ah ouais. Mais vous gardez pour autant une très forte ambition. Hein. Quel est votre objectif cette saison et puis sur les différentes années qui viennent On est obligé d'avoir des objectifs ambitieux, parce que sinon il y aura moins de sens pour les collaborateurs. Alors les objectifs du staff, c'est de ne pas jouer les play-down. Et moi, je considère que si on a la chance de ne pas jouer les play-down, après, on peut peut-être se battre pour une première place dans les play-offs intermédiaires, donc être 7e, 8e, mais ne nous voilons pas la face. L'objectif premier, c'est de ne pas descendre. Et deuxième objectif, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est le foot féminin. Je souhaite vraiment qu'on arrive à la Super League pour l'année prochaine, donc pouvoir monter, parce que je pense que là, il y a vraiment une place à prendre. Autant pour les hommes, je suis conscient qu'on ne sera jamais un des tout grands clubs de Belgique. La ville de la Louvière est trop petite, on n'aura pas les moyens et on a un retard énorme par rapport à un Bruges, un Anderlecht, un Genk, un Standard, même Charleroi, Gand. Mais par contre, vous voulez vous structurer quand même pour atteindre peut-être ce niveau-là un jour, quoi. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien qu'on soit dans le top 6, dans le top 8. Peut-être pas chaque année, mais régulièrement. Non. Et au niveau du foot féminin, j'aimerais qu'on soit dans le top 3 presque chaque année, parce que là, il y a une place vraiment à prendre. Oui, et peut-être le retour de la Coupe d'Europe. Hein. Je me souviens d'un La Louvière-Benfica avec une équipe formidable. Tout le monde en parle, en parle encore. Et donc moi, j'aimerais, alors si on peut tous les 4-5 ans être en Coupe d'Europe, ce serait formidable. Oui, tout à fait. Et alors, sur ce football belge, donc il y a le côté aussi Pro League qui est souvent critiqué. Hein. Est-ce que vous voulez, vous, y jouer un rôle ou pas, à terme ou à court terme ? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis dans un mode que j'ai envie de donner, d'aider au maximum le football. Bon, évidemment, il faut savoir prendre de la hauteur. Je n'ai pas encore assez d'expérience au niveau D1A. En même temps, je ne suis plus actif de manière opérationnelle dans le club. Donc, on verra, parce qu'évidemment, je dois trouver de la motivation à le faire. Il faut bien le faire. Pourquoi pas ? C'est ça, mais donc vous n'êtes plus dans l'opérationnel de la Louvière, donc ça vous offre aussi des possibilités de faire peut-être autre chose. Oui, bien sûr. Je suis encore impliqué, puisque je discute avec tout le monde, mais je ne fais plus partie du comité de direction, donc ça veut dire que c'est plus moi qui décide d'un transfert, d'une arrivée de joueurs, d'une sortie de joueurs. Je suis là à leur disposition s'ils ont des questions. Donc, c'est bien. Bon, j'ai 62 ans. Je suis plus tout jeune, mais dans quelques années, mais j'ai encore de l'énergie, donc dans quelques années, pourquoi mais on parlera peut-être de vos prochains défis un petit peu plus tard. Et l'Union belge, quel regard vous portez ? On sait que les finances ne sont pas tout à fait au vert, alors qu'on a eu une génération incroyable. Oui. Ça laisse pantois. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une prise de conscience justement des problèmes. Je pense qu'il y a une nouvelle équipe qui est en place. Et donc ça, je pense que ça va faire du bien. Mais le souci, c'est quand ça va trop bien, on a tendance à s'installer dans un confort. Et malheureusement, dès qu'on s'installe, on a pris du retard. Et le football est un domaine dans lequel on ne peut pas s'endormir, parce que tout va extrêmement, extrêmement vite. Tiens, est-ce que vous avez des modèles ou références au terme de club de football, en termes de gestion ? Là, je parle vraiment ici en Belgique ou à l'étranger. Est-ce que vous dites ce club-là, oui, ça serait bien d'arriver sur ce modèle-là ou pas vraiment ? Non, je n'ai pas assez de contact avec les clubs. J'ai le sentiment que d'un point de vue gestion, on n'a pas regardé les autres, parce que grâce à l'expérience d'Easy, on est capable de mettre en place une organisation, des procédures, de bien s'entourer, de bien recruter. Par contre, au niveau sportif, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et l'Union est pour moi un modèle inspirant. Et on tend vers ce modèle. On doit à un certain moment recruter des joueurs qui n'ont pas encore explosé et qui pourraient exploser chez nous.
Et notre staff doit encore fortement évoluer. Bon, on est quand même, il y a 18 mois, on était en National 1 et maintenant on se trouve en D1A. Et ça, il faut nous laisser le temps. Et je profite de l'occasion, on a quand même un coach qui est chez nous depuis 9 ans et ça sort vraiment, très ça c'est juste incroyable. Oui. Revenons sur votre parcours, Salvatore Couraba. Vous avez joué au football, on l'a dit, dans l'élite, à Charleroi et à la Louvière. Vous avez été programmateur informatique, vous avez été commercial, puis chef d'entreprise, maintenant président de football. Finalement, c'est quoi le plus difficile dans toutes ces choses-là non, il n'y a rien de difficile. Qu'est-ce qui vous a apporté le plus de bonheur alors Parce que vous donnez une grande importance. Oui, au bonheur. En fait, c'est la définition du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Pour moi, le bonheur, tout simplement à mon niveau, soyons philosophiques. C'est d'être aligné, que mes pensées, mes paroles et mes actes soient toujours alignés. C'est-à-dire, quand je dis que je fais quelque chose, je vais le faire. Et donc, être dans toujours. J'ai la grande chance de n'avoir peur de rien, d'avoir beaucoup de courage et de dire ce que j'ai envie de dire. Et je ne dois pas mettre un masque. Et ça m'apporte énormément de bonheur. Bon, j'ai la chance quand même d'avoir bien réussi. Et j'ai le sentiment que j'ai réussi parce que je suis un gros travailleur et que je ne m'installe jamais dans le confort, mais surtout que j'ai beaucoup de courage de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, construire un stade alors qu'on était en 4e division... Oui, il a fallu convaincre un certain nombre de personnes. Il faut une dose de courage. Je te dis, mais non, tu exagères un petit peu, attends d'être en division 1 pour construire un stade. Mais on sait que si on attend d'être en division 1, après c'est trop tard. Donc je dirais que faire preuve de courage, c'est le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent. Et tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez ou que vous feriez différemment dans toutes ces étapes de votre vie finalement Football, vous auriez pu passer pro, par exemple, vous ne l'avez pas fait. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Donc à 25 ans, quelle idée de refuser un contrat de professionnel pour devenir commercial dans l'informatique. Quand j'y pense, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce choix-là et de venir travailler à Bruxelles. Et puis à 35 ans, quand j'ai la chance de devenir CEO du site de Bruxelles 100 personnes, je décide de fonder Easy. Finalement, la vie, c'est une question de choix courageux, de direction que vous prenez. Maintenant, j'ai sûrement raté plein de choses, mais j'ai la grande chance que ma mémoire gomme tous ces mauvais souvenirs. Bien, et donc, je sais pas, moi j'ai l'impression que je réussis tout, mais je sais que j'ai raté plein de choses, évidemment. Et c'est ça. Et quand est-ce que vous prenez la décision de changer d'activité? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Votre curiosité va ailleurs? Comment ça se passe? J'aime les gens qui m'entourent. Je trouve que mon rôle, c'est de bonifier toutes les personnes qui m'entourent, parce que c'est le rôle d'un manager, de rendre meilleurs les gens qui vous entourent. Et à un certain moment, de par ma personnalité, je trouve que je prends trop de place lors d'un comité de direction. Et pour moi, c'est une forme de bonheur de dire, et de courage aussi, de dire, voilà, tu as formé les gens qui t'entourent, maintenant ils sont capables, ils sont peut-être même plus compétents que toi, ose faire le pas de côté pour leur permettre d'encore grandir. Et ça, je l'ai fait chez Zi, je l'ai fait à la HAL. Évidemment, ça entraîne un vide en moi, parce qu'on est tous à la recherche de monter dans la hiérarchie, et quand on y est, de devoir quitter, ce n'est pas des choix faciles. Mais c'est peut-être ça le bonheur, c'est de voir maintenant, je ne dirais pas que ce sont mes enfants, mais quand je vois le comité de direction, ça me donne énormément de fierté de les voir travailler. D'accord. Quand vous recrutez quelqu'un, qu'est-ce que vous regardez chez cette personne? Vous en avez recruté des dizaines Oui, maintenant ça fait longtemps que je ne recrute plus et que je ne remercie plus, mais quand même, j'aime les personnes qui ont des valeurs humaines intègre, donc la notion de respect. J'aime les gens positifs, les gens passionnés, les gens où je sens une loyauté. Évidemment, il faut cette intelligence, donc il faut une intelligence de base, et puis des gens capables de faire Je dois sentir que la personne est prête à faire des efforts importants, elle a envie de rêver, et elle va faire tout pour y arriver.
L'impliquer pour... Et ça, voilà, ça, ce sont mes critères. Des gens passionnés, volontaires, positifs, qui sont de belles personnes. Je dois pouvoir partir en vacances presque avec elles. Est-ce que vous avez déjà en tête un prochain défi? Bon, là, je sais bien que vous êtes le président, mais voilà, vous aviez parlé d'un moment de vous lancer en politique. Est-ce que c'est toujours, toujours le cas ou non, je pense que c'est la presse qui en avait parlé. Oui, d'ailleurs, ça m'avait causé des petits soucis avec le bourgmestre parce qu'il pensait réellement que je voulais me lancer en politique. Non, je pense que je n'ai pas les qualités. Donc non, la politique, pas. Ça, je pense je trouve que le métier de politicien est très très difficile. Je ne réponds pas aux fameux critères. Là, je suis en train de combler le vide parce que le stade étant terminé, je ne suis plus au comité de direction. Il y a un petit vide qui s'est installé, mais je suis en train la fin est toujours là, donc. J'ai envie parce que le travail, c'est le but de la vie. Moi, je trouve que tous ceux qui ont la chance de travailler doivent profiter de ce bonheur. Et je trouve qu'on ne valorise pas assez le travail en Belgique. Le travail n'est pas une punition. Pouvoir travailler dans de bonnes conditions, j'entends, mais pouvoir travailler, c'est la chance d'une vie et il faut en profiter et se donner à fond pour son employeur. Évidemment qu'il doit créer les conditions pour que les employés soient heureux. Mais pouvoir travailler, c'est la chance d'une vie. Oui, c'est ça. Mais quel regard vous portez alors sur votre région, le centre, et globalement sur la Wallonie? On sait que l'un des principaux défis, quelles que soient les couleurs politiques ou les majorités, c'est l'emploi. C'est l'emploi en Wallonie. Est-ce que les politiques font les choses à l'envers ou... Oui, justement. Moi, chaque fois que je discute avec un chef d'entreprise, il souhaite recruter. Et c'est très difficile aujourd'hui de recruter. C'est un peu dommage parce qu'à côté de ça, il y a toute une série de personnes qui n'ont pas d'emploi. Et donc, c'est la valorisation du travail. Je pense quand on a la chance de travailler, il faut en profiter, se donner à fond. Mais je peux comprendre que ce soit compliqué. C'est le problème de la richesse. Et pourquoi travailler pour quelqu'un d'autre? C'est pour ça que j'ai mis en place ce modèle employé-actionnaire chez Easy, qui est un modèle juste... c'est formidable. Chez Easy, on est 600 personnes. Je pense qu'il y a 200 actionnaires. Et la société est partagée avec ses collaborateurs. Et grâce à ça, un taux de présentéisme incroyable, une ancienneté incroyable. Mais je remarque que mes collaborateurs se donnent à fond tout le temps, et c'est pareil à la RAL. Donc c'est cette valorisation, ce rapport qu'on a avec le travail qui doit être travaillé dans toute la Wallonie et la Belgique, et je dirais dans toute l'Europe. Est-ce que vous diriez qu'il y a un manque d'esprit d'entreprise au sud du pays, ou c'est un cliché qu'on pourrait l'enseigner dès l'école ou dès les humanités? Oui, sûrement un esprit d'entreprise, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs. C'est surtout, je trouve, c'est de dire non, ça fait partie d'une mission personnelle de dire je dois travailler, je dois rendre l'entreprise dans laquelle je travaille meilleure. Oui, et un deuxième problème en Wallonie peut-être, c'est que j'ai le sentiment que le succès dérange. Et il ne devrait pas déranger. Le succès devrait inspirer. J'ai le sentiment que mon succès ne dérange pas trop et que j'inspire pas mal de gens autour de moi. Probablement parce que je suis resté le même. Je n'ai pas changé. Il y a une culture francophone peut-être vis-à-vis du succès, que ce soit en France, en Belgique, en Wallonie peut-être Oui, donc alors que quand on réussit, je pense que on devrait être fier de la réussite de quelqu'un d'autre. Et la personne qui réussit ne doit pas changer par rapport à cette réussite. Mais j'aimerais bien que les entrepreneurs wallons qui réussissent puissent inspirer et être au niveau public. Et puis, pourquoi pas jouer un rôle sociétal. En fait, si une entreprise réussit et si elle est visible, je pense que l'étape suivante, c'est je veux jouer un rôle sociétal dans ma région, dans ma ville. Et ça manque peut-être un petit peu en Wallonie. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans 20 ans? Il a osé ou il a réussi? Tiens, moi j'aimerais qu'on dise... Ou autre chose.
Il n'a pas changé malgré sa réussite. Ah oui, d'accord. Parce que quand je rencontre des amis d'enfance, c'est que je suis resté exactement le même. Et ça, je trouve que c'est bien de ne pas changer par rapport à sa réussite. Et puis réussir les projets, enfin j'ai réussi dans le passé, mais il faut continuer à réussir. Donc la réussite, c'est difficile. Oui, j'ai eu des belles réalisations, mais je ne veux pas être contemplatif de ce qui a été fait. Je veux surtout regarder le futur. Eh bien, merci Salvatore Rabat. Merci beaucoup. Quant à nous, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Trendstalk. Merci.